C'était un dimanche après-midi tranquille quand ma tante Margaret a dit quelque chose qui était censé être un compliment. Nous étions tous assis dans le salon, ma mère servait du thé pendant que ma sœur cadette feuilletait des magazines universitaires sur le tapis. Margaret m'a regardée avec ce sourire indulgent qu'elle avait perfectionné au fil des années et a dit « C'est bien que tu ne sois pas obsédée par les notes comme certaines filles. Les garçons n'aiment pas les filles trop ambitieuses, tu sais ?» Ma mère a hoché la tête légèrement, comme si elle était d'accord, et ma sœur Emma a levé les yeux une seconde avant de retourner à ses brochures. J'ai siroté mon thé et n'ai rien dit, parce que répondre aurait révélé quelque chose que je n'étais pas encore prête à partager. Ce n'était pas que j'étais sur la défensive, c'était que j'avais déjà reçu 4 emails cette semaine-là que personne dans cette pièce ne savait exister. J'ai laissé Margaret continuer à parler de la façon dont Emma était si équilibrée, si réaliste dans ses objectifs universitaires. J'ai acquiescé quand c'était approprié, j'ai souri quand on l'attendait de moi. Et à l'intérieur, j'ai ressenti cet étrange espace silencieux où vit la vérité quand elle n'a pas la permission de sortir. Ce qu'il ne savait pas n'était pas impressionnant, c'était juste quelque chose que je n'avais encore dit à personne. Le semestre dernier, j'avais passé le SAT sans en parler à qui que ce soit. Il n'y avait pas eu de voyage familial au centre d'examen, pas de petit déjeuner d'encouragement, pas de publication sur les réseaux sociaux à propos du grand jour. Je m'étais inscrite seule, j'avais payé les frais avec l'argent que j'avais économisé de mes shifts d'été à la bibliothèque, et j'y étais allée en bus un samedi matin. Personne n'avait demandé où j'étais. Ma mère avait supposé que j'étais chez une amie. Emma était à un tournoi de volley-ball. Quand les résultats étaient arrivés des semaines plus tard, je les avais ouverts dans ma chambre, porte fermée, les mains tremblant d'une manière qui m'avait surprise. 1580. Je n'avais pas crié, je n'avais pas couru en bas des escaliers. J'étais juste restée assise là, au bord de mon lit, regardant le nombre sur l'écran, ressentant quelque chose d'étrange et de lourd dans ma poitrine qui n'était pas exactement de la joie, mais plutôt de la reconnaissance. Comme si j'avais enfin la preuve de quelque chose que j'avais soupçonné à propos de moi-même mais n'avais jamais pu confirmer. J'avais pris une capture d'écran et l'avais sauvegardée dans un dossier que personne d'autre ne savait exister. Plus tard ce soir-là, pendant le dîner, ma mère avait mentionné avec désinvolture qu'Emma avait obtenu 1200 leçons SAT d'entraînement et qu'elle était très fière. Tout le monde l'avait félicitée. J'avais beurré mon pain et n'avais rien dit, parce que j'avais appris que le silence était parfois plus sûr que la vérité. Les candidatures universitaires étaient arrivées plus vite que je ne l'avais prévu. J'avais passé des mois à rechercher des programmes en secret, utilisant les ordinateurs de la bibliothèque après l'école pour que personne ne vérifie mon historique de navigation à la maison. Je lisais sur Stanford à voix basse, comme si quelqu'un pouvait m'entendre penser. Je sauvegardais des brochures numériques dans des dossiers avec des noms génériques comme « Devoir d'histoire » ou « Notes de biologie ». Chaque nuit, après que tout le monde s'était endormi, je restais éveillée à écrire des essais personnels dans un cahier sous mon oreiller, perfectionnant des paragraphes que personne ne relirait pour moi. Je n'avais pas de conseiller d'orientation, je n'avais pas de parents pour réviser mes brouillons. J'avais juste moi et une lampe de bureau qui clignotait et cette étrange sensation persistante que, si je ne faisais pas ça seule, ça n'arriverait jamais. J'avais soumis 7 candidatures au total. Stanford, MIT, Yale, Princeton, Johns Hopkins, Northwestern et une université d'État comme plan de secours que ma mère avait suggéré une fois pendant une publicité télévisée, disant « Cet endroit a l'air bien pour toi, pas trop prétentieux ». J'avais payé les frais de candidature avec de l'argent que j'aurais dû utiliser pour d'autres choses. J'avais sauté des déjeuners, travaillé des shifts supplémentaires. Je n'avais jamais mentionné où allait cet argent. Quand j'avais appuyé sur « Envoyer » sur la dernière candidature, il était 2 heures du matin et la maison était complètement silencieuse. Je ne me sentais pas fière, je me sentais épuisée, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas encore nommer. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Noël est venu et reparti, le nouvel an est passé. En janvier, les universités ont commencé à envoyer des emails sur les mises à jour de portail et les dates de décision. Je les vérifiais sur mon téléphone pendant les pauses à l'école, le cœur battant chaque fois que je voyais un nouveau sujet. Certains étaient des refus polis, d'autres étaient des invitations à des entretiens optionnels. J'en ai fait 2 par appel vidéo depuis chez une amie, disant à ma famille que j'étudiais pour un examen. Personne n'a demandé lequel. Un après-midi de février, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis un autre et un autre. Finalement, j'ai écouté le message dans les toilettes de l'école avec mes écouteurs et le volume bas.
C'était quelqu'un du bureau d'aide financière de Stanford, disant qu'il voulait discuter de mon package de bourse. Mon package de bourse? Je me suis assise sur le sol froid en carrelage et j'ai rejoué le message 3 fois, juste pour m'assurer que j'avais bien entendu. Je n'ai pas rappelé immédiatement. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je ne savais pas comment expliquer cette conversation si quelqu'un m'entendait. Alors j'ai attendu. Et pendant que j'attendais, quelque chose de petit et fragile a commencé à grandir en moi qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Je ne l'ai dit à personne, parce que le dire à voix haute pourrait le faire disparaître. Mars, c'est quand les vraies lettres ont commencé à arriver. Pas des emails, des enveloppes physiques, épaisses et lourdes, avec des sceaux universitaires en relief dans les coins. La première est arrivée un mardi. J'étais à l'école quand le courrier est arrivé. Ma mère l'a récupéré. Quand je suis rentrée cet après-midi-là, elle était assise à la table de la cuisine avec l'enveloppe devant elle, non ouverte, ses mains posées à plat de chaque côté comme si elle la gardait. « Ceci est arrivé pour toi », a-t-elle dit, sa voix étrangement plate. Je l'ai regardé. MIT, Bureau des admissions. Mon estomac a fait un bond, mais j'ai gardé mon visage neutre. « Oh !» ai-je dit. « Je peux la voir ?» Elle ne l'a pas tout de suite poussée vers moi. Elle m'a juste regardé pendant un long moment, son expression illisible. « Tu as postulé là-bas » a-t-elle demandé. « Oui » ai-je dit doucement. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» Je n'avais pas de bonne réponse à ça. Ou peut-être que j'en avais trop. Finalement, elle a glissé l'enveloppe vers moi et s'est levée de la table sans rien dire de plus. Je l'ai emmenée dans ma chambre et l'ai posée sur mon bureau. Je ne l'ai pas ouverte ce soir-là, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais besoin d'être vraiment seule quand je le ferais. Quelque chose me disait que ce moment changerait quelque chose et je n'étais pas sûre d'être prête pour ce qui viendrait après. J'ai ouvert l'enveloppe du MIT 2 jours plus tard, un jeudi après-midi quand tout le monde était sorti. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli déchirer le papier. À l'intérieur, il y avait une lettre pliée de façon nette, imprimée sur du papier épais avec en-tête. « Chère candidate, c'est notre plaisir de vous informer. » Je n'ai pas lu au-delà de cette ligne immédiatement. J'ai dû m'arrêter, j'ai dû respirer. J'ai dû poser la lettre et marcher autour de ma chambre pendant 1 minute juste pour traiter ce que je venais de lire. J'étais acceptée. Le MIT m'avait acceptée. J'ai relu la lettre 3 fois pour m'assurer que je ne l'avais pas mal comprise. Puis j'ai vu la 2e page. Bourse complète, 125 000 $. Frais de scolarité, logement, nourriture, livres, tout couvert. Je me suis assise au bord de mon lit avec la lettre sur mes genoux et j'ai réalisé que je pleurais, mais pas exactement de bonheur. C'était quelque chose de plus compliqué, du soulagement peut-être, ou de la validation, ou la compréhension douloureuse que j'avais travaillé si dur pour quelque chose que personne ne savait que je voulais. J'ai caché la lettre dans mon sac à dos. Ce soir-là, pendant le dîner, Emma a parlé de ses plans pour postuler à l'université d'État avec ses amis. Ma mère a dit que ça avait l'air parfait. Margaret, qui était en visite encore une fois, a dit que c'était intelligent de ne pas viser trop haut. J'ai mangé mon poulet en silence et n'ai pas dit un seul mot sur le papier plié dans mon sac qui changeait tout. Les autres lettres ont suivi pendant les semaines suivantes. Yale, Princeton, Northwestern. Chacune arrivait et disparaissait quelque part dans la maison avant que je puisse l'atteindre. J'ai commencé à vérifier la boîte aux lettres avant tout le monde, mais je n'étais pas toujours assez rapide. Une fois, j'ai vu une enveloppe épaisse de Stanford sur le comptoir de la cuisine, clairement déjà ouverte, les rabats recelés négligemment. Personne n'a mentionné l'avoir vue. Personne n'a demandé ce qu'elle disait. Elle a juste disparu. Et quand j'ai cherché dans les endroits évidents, les tiroirs de la cuisine, le bureau de ma mère, je n'ai pas pu la trouver. C'était comme si quelqu'un avait décidé que cette information ne m'appartenait pas encore, ou peut-être jamais. J'ai arrêté de chercher après un moment. C'était plus facile de faire confiance au portail en ligne, où je pouvais me connecter en privé et voir mes décisions sans intermédiaire. Stanford m'avait accepté, Yale aussi. Princeton m'avait mise sur liste d'attente, ce qui faisait moins mal que je pensais, parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà des options qui semblaient impossibles quelques mois auparavant. La bourse de Northwestern était la plus grande, 180 000 $, renouvelable, avec une allocation de recherche incluse. J'ai lu cette lettre dans les toilettes de l'école pendant le déjeuner, enfermée dans une cabine, essayant de ne pas faire de bruit pendant que les larmes coulaient sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes tristes, c'était le genre de pleurs qui arrivent quand tu te permets enfin de croire en quelque chose que tu avais eu trop peur de désirer. Pourtant, je n'ai rien dit à la maison. Je ne savais pas comment commencer cette conversation. La distance entre ce que je savais de ma vie et ce que ma famille supposait de ma vie grandissait chaque jour.
En avril, ma mère a commencé à parler du collège communautaire local comme si c'était un fait accompli. Tu peux vivre à la maison, disait-elle, économiser de l'argent, peut-être étudier les soins infirmiers ou quelque chose de pratique. J'acquiesçais et changeais de sujet. Margaret a visité à nouveau et a apporté des brochures sur des programmes de certification professionnelle pour jeunes femmes. Elle les a laissées dans ma chambre avec une note disant « J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser », avec trop de points d'exclamation. Je les ai mises dans un tiroir et ne les ai pas ressorties. Je n'étais pas en colère contre eux exactement, j'étais au-delà de ça. C'était plus comme une tristesse tranquille, une compréhension qu'ils avaient décidé qui j'étais il y a longtemps, et rien de ce que je faisais ne changerait ce récit, à moins que je les force à le voir. Et je n'étais pas sûre de vouloir forcer quoi que ce soit. Il y avait quelque chose d'épuisant dans l'idée de devoir prouver ma valeur à des gens qui auraient dû la supposer depuis le début. Alors j'ai laissé croire ce qu'ils voulaient croire, et j'ai continué à vérifier mes portails universitaires en secret, répondant aux emails des bureaux d'aide financière, remplissant des formulaires de logement pour une vie que je ne leur avais pas encore racontée. C'était comme vivre dans deux mondes en même temps, et aucun d'eux ne semblait complètement réel. Mai est arrivé plus vite que prévu. La date limite pour accepter les offres universitaires était le 1er mai, et je n'avais toujours rien dit à voix haute à la maison sur mes options. J'avais réduit ma décision à 2 écoles, MIT et Stanford. Les deux avaient offert des bourses complètes, les deux avaient des programmes incroyables dans le domaine que je voulais étudier. J'ai passé des nuits entières à les comparer, faisant des listes de pour et contre dans des cahiers que je cachais sous mon matelas. Finalement, j'ai choisi Stanford, pas pour des raisons pratiques, mais parce que quelque chose dans la lettre d'acceptation m'avait fait me sentir vue d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai accepté l'offre en ligne un lundi soir à 11h30, assise dans mon lit avec les lumières éteintes, la lueur de l'écran illuminant mon visage. Quand j'ai appuyé sur « Confirmer », j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie exactement, c'était quelque chose de plus proche de l'engagement, ou peut-être de la liberté. Cette même semaine, Emma a reçu sa lettre d'acceptation de l'université d'État. Ma mère a pleuré de bonheur. Margaret est venue avec des fleurs. Il y a eu du gâteau. Il y a eu des photos. Tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point ils étaient fiers, à quel point son avenir était brillant. J'étais assise sur le canapé avec une assiette de gâteau sur mes genoux, souriant quand Mai est arrivé plus vite que prévu. La date limite pour accepter les offres universitaires était le 1er mai, et je n'avais toujours rien dit à voix haute à la maison sur mes options. J'avais réduit ma décision à 2 écoles, MIT et Stanford. Les deux avaient offert des bourses complètes, les deux avaient des programmes incroyables dans le domaine que je voulais étudier. J'ai passé des nuits entières à les comparer, faisant des listes de pour et contre dans des cahiers que je cachais sous mon matelas. Finalement, j'ai choisi Stanford, pas pour des raisons pratiques, mais parce que quelque chose dans la lettre d'acceptation m'avait fait me sentir vue d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai accepté l'offre en ligne un lundi soir à 11h30, assise dans mon lit avec les lumières éteintes, la lueur de l'écran illuminant mon visage. Quand j'ai appuyé sur « Confirmer », j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. Ce n'était pas de la joie exactement, c'était quelque chose de plus proche de l'engagement, ou peut-être de la liberté. Cette même semaine, Emma a reçu sa lettre d'acceptation de l'université d'État. Ma mère a pleuré de bonheur. Margaret est venue avec des fleurs. Il y a eu du gâteau. Il y a eu des photos. Tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point ils étaient fiers, à quel point son avenir était brillant. J'étais assise sur le canapé avec une assiette de gâteau sur mes genoux, souriant quand j'étais censée sourire, et personne n'a demandé mes plans une seule fois. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'ils s'attendaient à ce que je n'en ai aucun. Puis, quelque chose d'étrange s'est produit début juin. J'étais dans ma chambre un après-midi quand j'ai entendu Emma parler au téléphone dans le couloir. Sa voix était excitée d'une manière que je ne reconnaissais pas. « Oui, 95 000, disait-elle, renouvelable chaque année, je ne peux pas le croire. » Mon estomac s'est serré. J'ai ouvert ma porte juste au moment où elle raccrochait. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Elle s'est retournée, son visage rayonnant. « J'ai obtenu une bourse complète pour l'État, ils viennent de m'appeler. » Je l'ai fixée. « Une bourse complète? Depuis quand ?» Elle a haussé les épaules, toujours souriante. Ils ont dit que ma candidature était impressionnante, quelque chose sur le leadership et le potentiel. Quelque chose ne collait pas. Emma était une bonne élève, mais pas exceptionnelle. Ses notes étaient correctes, son SAT était dans la moyenne,
Et maintenant, soudainement, elle avait une bourse complète à 95 000 $. J'ai souri et l'ai félicitée, parce que c'était ce qu'une bonne sœur était censée faire, mais dans ma tête, quelque chose bourdonnait, une question que je ne pouvais pas encore formuler complètement. Ce soir-là, pendant le dîner, ma mère a annoncé la nouvelle de la bourse d'Emma comme si c'était un miracle. Margaret a applaudi. Mon père a dit qu'il savait toujours qu'Emma était spéciale. Et moi, j'ai coupé ma viande et je me suis demandé pourquoi personne ne trouvait étrange qu'une bourse apparaisse de nulle part. Mais je n'ai rien dit, parce que poser des questions aurait révélé que j'avais des questions, et je n'étais pas encore prête à cette conversation. Les semaines suivantes ont été tendues d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. J'ai commencé à remarquer de petites choses. Des enveloppes qui arrivaient avec mon nom dessus et qui disparaissaient avant que je rentre à la maison. Des emails de Stanford sur l'orientation qui avaient été marqués comme lus alors que je ne les avais jamais ouverts. Un jour, j'ai trouvé ma mère dans le bureau, l'écran de l'ordinateur ouvert sur ma boîte de réception email. Elle a sursauté quand je suis entrée. « Je cherchais juste une recette », a-t-elle dit, fermant rapidement l'onglet. Mais j'avais vu. Elle était connectée à mon compte. Elle lisait mes emails. « Maman », ai-je dit doucement, « pourquoi es-tu dans mes emails ?» Elle a eu l'air coupable pendant une fraction de seconde, puis s'est ressaisie. « Je suis ta mère, j'ai le droit de savoir ce qui se passe dans ta vie. »« Mais tu ne demandes jamais, » ai-je dit, « tu fouilles juste. » Elle s'est levée, croisant les bras. « Peut-être que si tu nous disais des choses, je n'aurais pas à fouiller. » Nous nous sommes regardés en silence, et c'est là que je l'ai vue, la culpabilité, la défensive, quelque chose de plus que de la simple curiosité parentale. « Qu'as-tu fait ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Elle n'a pas répondu. Elle est juste sortie de la pièce, me laissant debout là avec une boule froide dans l'estomac et une question qui n'arrêtait pas de grandir. Quelque chose n'allait vraiment pas, et j'avais besoin de savoir quoi. J'ai passé les jours suivants à reconstituer les pièces. J'ai vérifié tous mes portails universitaires, changé tous mes mots de passe, parcouru chaque email que j'avais reçu au cours des 6 derniers mois. C'est là que je l'ai trouvé. Un email de Stanford du début mai que je n'avais jamais vu. Le sujet disait « Action urgente requise, transfert de bourse ». Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Le message expliquait qu'il y avait eu une demande pour transférer mon package de bourse complet à un autre candidat de la même famille. La demande avait été soumise avec ma signature électronique, approuvant le transfert. Mais je n'avais jamais soumis de telle demande. Je n'avais même jamais vu cet email jusqu'à maintenant. Quelqu'un l'avait archivé, caché de ma boîte de réception principale pour que je ne le voie jamais. Et le autre candidat de la même famille ne pouvait être qu'une personne, Emma. Ma bourse de Stanford avait disparu. Et soudainement, Emma avait une bourse complète à l'université d'État. Les montants ne correspondaient pas exactement, mais le timing correspondait. J'ai regardé l'écran pendant ce qui a semblé être des heures, essayant de comprendre comment c'était possible. Comment quelqu'un pouvait prendre quelque chose qui m'appartenait et le donner à quelqu'un d'autre sans même me le dire. Puis je me suis souvenu de ma mère dans le bureau, de toutes les lettres qui avaient disparu, des emails marqués comme lus, et j'ai su. Ce n'était pas Emma, c'était ma mère qui avait fait ça. Elle avait trouvé un moyen. Je suis descendue et j'ai trouvé ma mère dans la cuisine, préparant le dîner comme si de rien n'était. « Nous devons parler », ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Elle s'est retournée, une cuillère en bois à la main. « À propos de quoi ?»« À propos de ma bourse Stanford, celle que tu as transférée à Emma. » Son visage est devenu pâle. Elle a posé la cuillère. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Ne mens pas, » ai-je dit doucement. J'ai trouvé l'email. J'ai vu la demande de transfert. Tu as utilisé mes informations de connexion, tu as soumis la demande, tu as archivé l'email pour que je ne le voie jamais. Elle était silencieuse pendant un long moment. Puis elle a soupiré. « Emma en avait besoin plus que toi, » a-t-elle dit finalement, sa voix défensive. « Elle n'a pas tes notes, elle n'a pas tes scores de test. C'était sa seule chance pour une éducation décente. »« C'était ma bourse, » ai-je dit, ma voix se brisant. « Je l'ai gagnée, j'ai travaillé pour ça, et tu me l'as volée. »« Je ne te l'ai pas volée, » a-t-elle rétorqué. « Tu as été acceptée dans d'autres écoles, tu as des options. Emma n'en avait aucune. J'ai fait ce que je pensais être juste. »
Juste ? Le mot m'a semblé étranger dans ma bouche. Tu as pensé que c'était juste de me mentir, de me cacher mes propres lettres d'acceptation, de prendre quelque chose qui m'appartenait et de le donner à quelqu'un d'autre sans même me demander ? Elle n'avait pas de réponse à ça. Ou peut-être qu'elle en avait, mais elle savait que rien de ce qu'elle pourrait dire ne changerait ce qu'elle avait fait. Je l'ai regardée, cette femme qui était censée me protéger, me soutenir, croire en moi, et tout ce que je ressentais était du vide. Les semaines qui ont suivi ont été les plus silencieuses de ma vie. J'ai contacté Stanford, expliqué la situation, fourni des preuves que je n'avais jamais autorisé le transfert. Ils ont enquêté. Ça a pris du temps. Entre-temps, j'ai vécu dans la maison comme un fantôme, parlant seulement quand on me parlait, mangeant des repas dans ma chambre, évitant tout contact visuel avec ma mère. Emma a découvert ce qui s'était passé et a été dévastée. « Je ne savais pas », a-t-elle dit en pleurant. « Je te jure que je ne savais pas. » Je l'ai cru. Emma n'était pas cruelle. Elle était juste la favorite, et les favoris ne posent pas de questions quand de bonnes choses leur arrivent. Fin juin, Stanford a réinstauré ma bourse complète. Ils se sont excusés pour la confusion, déclaré que le transfert était frauduleux et non autorisé. La bourse d'Emma a été révoquée. Elle est retournée à l'université d'État sans aide financière, et mes parents ont dû trouver comment payer. Je ne me suis pas sentie victorieuse, je me suis juste sentie fatiguée et triste d'une manière qui vivait profondément dans mes os. J'ai commencé à faire mes valises pour la Californie début août. Ma mère a essayé de s'excuser une fois, maladroitement, disant qu'elle pensait faire ce qui était le mieux pour la famille. Je n'ai pas répondu. Certaines blessures ne guérissent pas avec des excuses, elles guérissent juste avec de la distance. Le jour où je suis partie, personne n'est venu me dire au revoir à l'aéroport. J'ai pris un taxi seul, mes 2 valises dans le coffre, et je n'ai pas regardé en arrière. Stanford était tout ce que j'espérais, et plus encore. J'ai excellé dans mes cours, me suis fait des amis qui sont devenus comme une famille, et trouvé des professeurs qui ont vraiment cru en mon potentiel. J'ai été acceptée dans Phi Beta Kappa ma 3e année. J'ai été diplômée avec les honneurs. Ensuite, j'ai été acceptée dans un programme de doctorat entièrement financé à Johns Hopkins, avec un stipendio qui couvrait tout et plus encore. Aujourd'hui, je travaille dans un domaine que j'aime, gagnant un salaire à 6 chiffres, faisant des recherches qui comptent. Je rentre rarement à la maison. Noël parfois, jamais pour Thanksgiving. Les conversations avec ma mère sont polies, mais distantes. Emma et moi parlons occasionnellement. Elle a finalement terminé son diplôme, a trouvé un bon travail. Je suis contente pour elle, vraiment. Mais il y a quelque chose entre nous maintenant qui n'était pas là avant. Une fissure qui ne se refermera jamais complètement. Margaret a arrêté de faire des commentaires sur ce dont les filles ont besoin ou non. Elle a arrêté de visiter d'ailleurs. Je pense que ma mère lui a dit ce qui s'était passé, et elle avait trop honte pour me regarder dans les yeux. C'est peut-être la seule bonne chose qui soit sortie de tout ça. Parfois, la nuit, je repense à cette fille qui cachait des lettres d'acceptation dans son sac à dos, qui étudiait en secret, qui n'osait pas rêver trop fort de peur que quelqu'un le lui enlève. Et je réalise que ce n'était pas du tout de la peur, c'était de l'intuition. Quelque part au fond de moi, je savais. Je savais que si je leur montrais ce que je pouvais faire, ils trouveraient un moyen de me le prendre, et ils l'ont fait. Mais la chose sur laquelle ils n'ont pas compté, c'est que je me battrais pour le récupérer. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste tranquillement, persistamment, refusant de laisser leur version de qui j'étais définir qui je deviendrais. Et maintenant, je suis ici, pas en colère, pas amère, juste en paix avec la distance que j'ai créée. Parce qu'il s'avère que parfois, la chose la plus gentille que tu puisses faire pour toi-même est de te sauver de personnes qui t'aiment mais ne peuvent pas te voir. Et je peux enfin me voir clairement maintenant. Et c'est suffisant.